Salut, j'espère que vous allez bien à la maison. Et n'oubliez pas, on est à la mi-novembre. Vous avez jusqu'au 1er décembre pour vous doter de pneus d'hiver, même si on a eu un début du mois de novembre qui était très, très chaud. Vous le voyez, les mercures qui sont davantage dans les valeurs saisonnières ces jours-ci. On y va maintenant avec, évidemment, nos sujets qui sont prédominants encore une fois cette semaine. Tous excellents, nos invités qui sont là aussi pour les porter plus loin avec les magnifiques conversations dont vous serez témoins, notamment avec Abeille Gélina. Vous la connaissez, animatrice, aussi DJ professionnelle. Avec ses sœurs Noémie et Mitsu, ils sont l'autrice d'un livre sur le bien-être. Elle sera notre invitée un petit peu plus loin. Et Sarah Maud également vient nous parler de crédit photo, elle qui est photographe professionnelle. Nicolas Vincent-Poirier avec les chroniques cinéma, mais de séries télé également. On va notamment parler de Watcher. André Maurice viendra nous parler des grands explorateurs qui ont 50 ans cette année, série documentaire qui nous font voyager devant notre téléviseur. Claude Rivet vient nous parler du domaine de l'emploi sur le territoire lavallois. Et tout d'abord, on se tient en forme avec Isabelle Dominique-Cros. Bonne émission. C'est notre animatrice de deux temps, trois mouvements. C'est notre experte fitness sur les ondes de TV Laval. Je suis très content de l'accueillir encore une fois. L'amie Isabelle Dominique-Cros, salut! Salut, comment ça va? Hey, ça va super bien, toi? Ça va très bien. T'as-tu commencé à faire de la popote du mois de novembre, avec le temps des fêtes qui s'en vient? Je pourrais dire que j'en fais un peu. C'est pas mon champ d'expertise, mais je me plais à faire ce que je connais, ce que je suis capable de faire, et c'est des lasagnes, des sauces à pâtes, des pâtés chinois. C'est ça que j'arrive à faire. Puis des bonnes salades. Et de la bouffe réconfortante avec le temps froid qui s'installe un peu partout comme le territoire lavallois. Puis justement, tu sais, je dis de la bouffe réconfortante, mais tu sais, qui dit réconfortante, il y a un petit peu plus de... Tu sais, c'est quand même un petit peu plus chargé. Fait que tu sais, des fois, on se sent un petit peu mal. Quand il est question de lasagne, des pâtes, tu sais, il faut aller dépenser ça. C'est des glucides, hein? On s'entend là-dessus. Et tu nous incites à bouger, bien entendu. Et il y a des étapes pour nous mener peut-être vers le chemin à ta façon de voir les choses, pour garder le cap, puis toujours garder les bonnes habitudes de vie. Oui, effectivement. Et j'ai envie d'en parler maintenant parce que c'est le mois de novembre. C'est un mois qui est un peu difficile avec le changement de lumière, avec la température qui est en train de se rafraîchir. Et puis, oui, le changement d'heure. Et ce qui arrive aussi, c'est qu'on est un peu à la fin de l'année, mine de rien. Le décompte n'est pas commencé, mais presque. C'est une bonne période pour se questionner sur ce qu'on a fait cette année, ce qu'on aimerait changer tranquillement. Peut-être pas d'ici la fin de l'année, mais juste commencer à y penser, pas être en déni par rapport à des changements peut-être par rapport à des excès, ou pas faire assez d'activités présentement et se dire, écoute, je me donne un peu de répit ou j'en fais un petit peu pour me faire du bien au mois de novembre. Puis décembre arrive, c'est la fin de l'année, c'est les festivités. Mais janvier va être le moment où je vais m'apprêter à faire ces changements-là. Et c'est un peu ça, pour pouvoir changer un comportement, il faut partir de déni, de « ça me dérange pas, moi je fais ça ». Et je suis bien là-dedans, à « ben non, c'est pas bon pour ma santé, il faut que je bouge plus, ou il faut que j'arrête de fumer, ou il faut que je prenne moins d'alcool. » Je trouve ça tellement important ce que tu dis, parce qu'on prend toujours effectivement avec la nouvelle année, on tente d'avoir des résolutions, des nouvelles habitudes de vie que finalement, pour la plupart des cas, mais évidemment, je ne veux pas généraliser, mais ça arrive très souvent, on abandonne peu de temps après. Alors pourquoi pas le faire en amont? Déjà, commencer à faire ce pas vers l'avant avant même d'arriver au temps des fêtes, avant même d'arriver à la fin de l'année, puis déjà d'introduire tranquillement, pas vite, des nouvelles routines dans notre vie. Oui, effectivement. Puis, tu sais, que ce soit le 1er janvier, 15 janvier, c'est pas si important de le partir le 1er janvier, mais la réflexion, être capable de l'amorcer maintenant, à court terme, être capable de faire des petits changements qui peuvent augmenter notre qualité de vie dans ce mois de novembre, qui est typiquement un mois difficile pour la population. On a été chanceux, choyés par des températures plus clémentes, mais on sait ce qui nous attend. Et si on peut faire des tout petits changements pour être bien maintenant, en prévision de changements plus grands en janvier, ou si on n'est pas prêt janvier, février, on doit savoir que ça se peut très bien qu'on ne soit pas encore prêt à le faire, et ça fait partie du processus, parce que quand on va être rendu à l'étape de les inconvénients sont plus grands que
les changements que je dois faire, là, je vais commencer à être prête à faire quelques sacrifices. Ouais. Et là, ça veut dire que je suis en préparation action. Puis là, si 1er janvier, 15 janvier, 1er février arrive et que mon cheminement est amorcé, puis que c'est comme, hey, je le fais pour personne d'autre que moi, je fais ce changement-là parce que j'y crois. Et je sais que peut-être qu'il va y avoir une petite rechute, peut-être que j'arriverai pas à maintenir. Tu sais, les habitudes qu'on établit le 1er janvier, rendu au 14 février, des fois, on les a complètement oubliées, mais des fois, non. Et des fois, l'habitude se crée, puis tranquillement, mais sûrement, on avance dans la direction souhaitée. Et toi, justement, on jase. On fait juste jaser. Oui. Là. Qu'est-ce que tu aimerais, qu'est-ce que déjà tu regardes, qu'est-ce que déjà tu anticipes de vouloir tranquillement changer dans ta vie là, pour en arriver peut-être progressivement, être capable de l'écarter de ta routine ou de peut-être l'avoir comme résolution en janvier prochain? Oui, excellente question. Puis je te dirais que j'ai la chance d'être une personne relativement équilibrée. Alors, je gère bien mes excès, si je peux déjà dire ça. Pas trop intense dans tes excès, oui. Oui, tu sais, je pense que dans ma personnalité, j'arrive à mettre les limites. Ceci étant dit, j'aimerais diminuer ma consommation de médias sociaux. Je trouve que ça m'amène à me comparer et j'haïs ça parce que c'est un chemin que je dois faire, moi, avec mes objectifs. Alors ça, c'est une chose que je veux peut-être réduire un peu. La consommation d'alcool, je veux toujours m'assurer que ça reste un plaisir et que c'est pas... à chaque jour, tu sais, le verre de vin comme récompense. Je veux que ce soit une récompense à la fin de la semaine ou durant la semaine, pas trop stricte, mais c'est pas comme systématique. Je m'en vais à la SAQ puis je me fais plaisir quand j'ai envie. Ouais. Tu comprends ce que je veux dire? Fait que moi, c'est un peu ça. Je suis avec toi un peu là-dedans. Le sucre. Oui, tu comprends? Ah oui, tu vraiment. Comprends? Ah oui, totalement. Je peux te relancer la question. Ben oui, puis je me permets de déjà la prendre parce que pour moi, c'est la même chose. Les deux, on s'entraîne beaucoup, là, puis pour nos besoins primaires, c'est-à-dire juste d'avoir de l'énergie au quotidien, mais parce qu'on aime ça s'entraîner. Puis je suis comme toi, avec le rythme incessant, infernal de la vie, moi aussi, je m'octroie ce droit-là, ce privilège-là d'avoir de l'alcool, de prendre un verre ou deux à l'occasion, mais je tente de le reléguer à la fin de semaine parce que ça vient tellement me dérégler mon système. Je me lève tôt pour le boulot, dans une autre vie, dans ma vie, mais dans un autre secteur d'activité. Je suis morning man à la radio. Je me lève donc à 3h45 chaque matin, ce qui m'amène à avoir une discipline de vie. Et je le vois, l'effet, quand je prends juste un verre, une seule bière le soir, et lorsque je n'en prends pas, je vois tellement, c'est fou, la différence, l'énergie que j'ai le matin. Quand j'en ai pas pris d'une consommation d'alcool, qui est un dépresseur par ailleurs, déjà dans une période de l'année où on s'en va, qui est déprimante avec, tu l'as dit, on abaisse la lumière. Alors oui, je me suis vraiment donné cette discipline-là, puis je vois les effets. Puis c'est pas évident tous les jours. Des fois, j'ai envie de crasher, comme on dit, ou de me le permettre, mais je me ramène toujours à le sentiment de bien-être qui m'habite à chaque matin, puis les facultés que j'ai aussi, la pleine concentration que j'ai lorsque j'arrive au boulot. C'est ça qui me rattache un peu à ne pas sombrer dans l'enfer de l'alcool. Oui, puis tu sais, on dit, puis on parle un peu de façon ludique et malheureusement, certaines personnes doivent couper et j'encourage les gens qui doivent absolument couper à le faire, tu sais, parce que si c'est ça qu'il faut, il faut ça. Nous, on a cette chance-là, puis je pense que ce qui nous aide, c'est la discipline qu'on a à l'entraînement parce qu'on l'applique sur les autres sphères de notre vie. Et c'est moi, mon message de promotion, tu sais, prévention, promotion de la santé via l'activité physique, c'est la qualité de vie. Puis la qualité de vie, c'est ça, tu sais, c'est que j'ai pas envie de me réveiller grognon le matin parce que j'ai trop pris, peu importe ce que j'ai fait hier. Et le côté athlétique aussi qui est comme, oui, mais si je peux être productive, puis de bonne humeur, puis créative, puis me lever tôt, pourquoi je m'empêcherais ça si je suis pas capable, tu sais, de me contrôler, entre guillemets? Puis on sait que, tu sais, durant les fêtes, peut-être que ça va être exagéré, c'est correct. On parle pas d'un comportement occasionnel, sporadique. On parle d'une habitude qu'on essaie d'instaurer au quotidien. Exactement. Puis, tu sais, si t'es pas capable de contrôler sur un truc, des fois, c'est d'autres trucs aussi. Tu sais, comme... Il faut pas se créer d'autres dépendances non plus. Il faut pas s'en créer d'autres parce qu'on essaie de s'en priver d'une non plus. Ça, c'est aussi un piège, des fois, dans lequel on peut tomber. Il faut l'éviter. Il nous reste plus de temps, mais il y a une chose qui est certaine, Isabelle Dominique-Cros, c'est qu'on va se reparler très prochainement, puis que si jamais, ultimement, on a de la misère, peut-être, des fois, avec la perte de la lumière, on va faire comme toi. On va aller voir Mickey Mouse, c'est tout le temps
temps-là, dans le Sud? Mickey, toujours disponible, toujours là. En fait, il faut trouver des petits moments, un peu de magie au quotidien, d'une manière ou d'une autre. Puis c'est pas dans les grands plaisirs, c'est dans les petits gestes, les petits plaisirs du quotidien. Je pense que si on peut s'accrocher à ça, on passe au travers du mois de novembre. Puis après ça, c'est la récompense. Exact. Décembre, avec peut-être moins de restrictions. Alors, on se croise les doigts, puis on va y arriver. Et on peut aussi, sans modération, consulter 2 temps, 3 mouvements. Merci beaucoup, Isabelle Dominique-Roux. Ouais. Merci à toi, Alex. Les 3 sœurs, Mitsu, Noémie et bien sûr Abeille Gélina, qui se sont alliées ensemble pour nous offrir un livre qui est disponible dès maintenant partout dans les bonnes librairies. C'est Bien-être inspiré, trouver l'harmonie, corps, cœur et esprit. Puis on a Abeille Gélina qui est avec nous. Salut. Oui, salut. Tellement contente d'être ici avec vous à Laval. Vraiment, yes. merci d'être là. Toi qui, évidemment, tu as toujours ta carrière de DJ. C'est ton job principal, oui. Mais quel a été le désir finalement? Quel a été le coup d'envoi de cette rencontre avec tes 2 sœurs, Noémie et Mitsu, pour faire ce livre-là? Pour faire le livre, oui. Bien, en fait, je vais être bien honnête, là, c'est pas une idée qui est venue de nous à la base. OK. On n'avait jamais pensé à ça, écrire un livre ensemble, à 3, vraiment. Donc, ce qui est arrivé, c'est que c'est la maison d'édition qui nous ont approchés. Puis à la base, la maison d'édition était comme « Ouais, on a envie de vous entendre, de vous lire. On aurait envie d'un livre sur le bien-être parce qu'on vous connaît. On le sait que vraiment, vous avez chacune votre manière de vivre cet état-là. » Mais c'était très léger à la base, l'offre, je te dirais, la proposition de base. Donc là, on y a pensé un petit peu puis on s'est dit « Ouais, tant qu'à le faire, je pense qu'on va y aller à fond. On va le faire le plus authentique possible. » Et donc voilà, finalement, c'est ça qui a allumé un beau feu de broussailles. Oui, bien c'est magnifique ce livre-là, il fait du bien pour vrai. Je veux dire, je l'ai consulté évidemment, je l'ai lu pour le bien de notre entretien d'aujourd'hui. Puis, ça se ressent en tournant les pages, en voyant les images, aussi votre complicité également, qui n'est pas juste le lien évidemment de sang qui vous unit. Là. Il y a vraiment de complicité naturelle dans vous 3, c'est visible, c'est palpable. Mais avant même d'aborder ce qu'il y a dans le livre et peut-être ta définition, je veux la savoir, du bien-être, c'est quoi à toi, Abeille? Ma définition du bien-être? Oui, du bien-être, oui, pour ceux qui vont le consulter, le livre également. Oui, exactement. Mais en fait, je pense que c'est important. J'aimerais dire tout d'abord qu'il n'y a pas de recette idéale pour atteindre le bien-être. C'est pas un livre qui vous met de la pression. Tu sais, des fois, ça peut être lourd, là, comme « Oh my God, dans quoi je m'embarque? Qu'est-ce qu'il faut que je change dans ma vie? » Tu sais, ça peut être épeurant aussi, embarquer là-dedans. On n'est pas là pour ça. Fait que dans le fond, on a vraiment expérimenté le bien-être de différentes façons, les 3 filles, et on a des partages d'histoires. Donc, c'est des partages d'histoires, mais pas gratuits, juste comme « Hey, on vous partage quelque chose qu'on a vécu ». Non, à la fin, il y a un outil aussi qui vient avec ça. Tu sais, on le partage pour une raison, parce qu'on a vraiment appris quelque chose, on est allé vraiment à fond dans un sujet, dans une expérience en soi. Donc, je voulais juste faire ça comme parenthèse. Puis, tu sais, pour répondre à ta question, pour vrai, là, moi, le bien-être, la définition, c'est de m'arrêter, de me poser les bonnes questions, puis de me connaître. Puis quand je dis me connaître, c'est pas faire comme « Ah oui, Abeille Gélina, c'est ça, c'est ce que j'aime. » Voilà. Bien, ça change. C'est en constante évolution, absolument. Fait que, tu sais, vraiment de prendre le temps à chaque saison de ma vie, là, si on veut, de me reposer ces questions-là, puis de ne pas juger si j'ai changé. Puis ça va de soi avec la personne, des fois, si vous êtes en couple, avec qui on vit aussi, tu sais, de faire comme... Ben oui, c'est vrai que quand je t'ai rencontré, tu étais de même, puis là, tu es vraiment différent ou différente. Bien, parlons-en. Tu sais, qu'est-ce qui te plaît maintenant, qu'est-ce qui te plaît pas, qu'est-ce qui te fait du bien, tu sais. Puis tu sais, c'est sûr que, pour ne pas le dire, il y a eu une crise du verglas qui est arrivée, alias la pandémie. C'est sûr que ça aussi, ça nous a amené à réfléchir, à se poser, à se questionner, à vouloir peut-être revoir nos directions dans notre vie. Puis même les gens autour de nous, parfois, à faire un certain ménage. Fait que pour se procurer ou arriver à un sentiment de bien-être, comme tu dévoilais, qui est peut-être différent d'il y a 2 à 3 ans. Mais est-ce que, pour toi, c'est de vos racines? Est-ce que déjà, parce que moi, je pense à un Gracien Gélina, qui est dans tes racines, bien sûr. Ben oui, certain, qui est un homme de théâtre, probablement des plus grandes légendes au théâtre de tous les temps au Québec, qui déjà avait ce désir
de procurer du bien-être aux gens, de les faire rire, les divertir. Est-ce que ça vient d'aussi cool loin que ça? tu dises ça. Ouais, j'ai jamais pensé, en fait, mais je pense que, tu sais, des fois, dans le monde de la spiritualité, là, on va vraiment catégoriser la spiritualité comme d'une manière. Genre, il faut que tu t'habilles en blanc, puis que tu portes des bijoux avec des billes. Faut que tu médites. Tu médites sans bouger, puis, tu sais... Mais pour moi, c'est ça, c'est que la spiritualité, à un moment donné, c'est plus que ça. C'est différent pour chaque personne. Puis il y en a pour qui ça passe à travers le plaisir, ça passe à travers la beauté. Tu sais, partager des belles choses, toi, c'est ça qui te fait du bien. T'aimes être entouré de belles choses. T'aimes, c'est ça, apporter plus de joie dans le monde. Donc, je pense que oui, à la base, il y a peut-être quelque chose là, tu sais. Oui, bien c'est ça, ton grand-père, bien sûr, Gratien Gina. Puis, tu sais, moi, j'ai juste un petit lien avec ton grand-père parce que moi, je suis natif de Saint-Tite et ton grand-père est natif de Saint-Tite. Et j'ai œuvré sur la scène de l'auditorium Gratien Gélina. J'ai fait mes premiers spectacles de musique et de théâtre sur cet auditorium-là, sur cette scène-là. Alors, c'est mon petit lien avec la famille Gélina. C'est loin. Salut, grand-papa. Oui, bonjour, grand-papa. Bonjour, monsieur Gélina, parce que pour vrai, il a fasciné plein de gens à l'écoute, j'en suis persuadée présentement. Mais je reviens à notre conversation du sentiment de bien-être, puis parce que tu abordes la sexualité. Hein? Pour toi, c'est quelque chose qui il fait partie de la vie de tout le monde. C'est de même qu'on est né. Ben là, oui, fait qu'à un moment donné, puis boudons pas notre plaisir. Exact. C'est supposé être le fun de faire l'amour, mais pour toi, c'est quoi ta définition par rapport, peut-être pour apporter un peu plus de profondeur à notre conversation pour les gens qui vont s'initier au livre? Oui, qui vont s'initier à la sexualité. Aussi? Oui. Initiez-vous tant que vous voulez. Aussi. C'est parce qu'à un moment donné, on dirait qu'on a vraiment des modes de pensée qui nous sont un petit peu imposés. Puis c'est comme, le sexe, ça devrait se faire de telle manière, puis avec tel genre de personne, ou si tu es en amour ou pas, ou avec une personne, ou tu sais. C'est vraiment, on a vraiment une définition de ce que c'est, genre du bon sexe, mettons. Mais des fois, ça peut être vraiment intéressant de juste comme déconstruire tout ça, puis de recommencer par la base, qui est d'être bien avec soi-même, puis apprendre à se connaître, puis peut-être se découvrir, puis peut-être que tu vas découvrir des affaires que tu n'avais pas nécessairement pensé. Puis pourquoi je parle de sexualité dans le livre, c'est que, parce que pour moi, c'est vraiment, ça fait partie de ma vie, puis c'est vraiment une force créatrice pour moi. Genre, tu sais, quand t'es bien dans ton corps, quand t'es bien dans... On dirait que t'as plus envie de créer, tu sais, je suis une personne très artistique aussi. Ben oui, tu es DJ, donc, donc, vraiment, je vois un lien là. Et je l'ai amené d'une manière beaucoup plus intérieure, beaucoup plus profonde dans le livre parce que j'ai eu un enfant et moi, ça m'a vraiment... ça m'a bouleversée physiquement, là, avoir un enfant. Il paraît que pour les femmes, ça a fait quelque chose. Il y a des hormones, hein, il y a quelque chose qui se passe. Puis, il a fallu que je me réapproprie mon corps, vraiment, que je trouve des manières d'être bien avec moi-même et donc avec l'autre qui est, dans ce cas, mon mari. Et donc voilà, puis je donne, tu sais, je pense que les trucs que je donne dans le livre par rapport à ça peuvent être tellement intéressants, autant pour, oui, pour la femme, mais pour l'homme aussi, pour connaître un petit peu plus... si vous êtes en relation avec une femme ou... Comment vous pouvez vivre ça de l'intérieur. Absolument. Aussi. Oui, je pense que oui. Puis moi, je l'ai vu comme ça aussi parce qu'avec ma blonde, c'est un sujet de conversation qu'on a eu aussi. Moi, je pense que ça peut créer des dialogues. Oui, vraiment. Puis je pense que de toute façon, maintenant, en 2022, on n'est plus, puis je veux pas... Mon père, je t'aime, mon père, mais tu sais, il y a 70 ans, puis il y a des choses qui est peut-être plus tabou, qui est moins de son époque, mais je pense que maintenant, les hommes... On est rendu là. Oh my God, tellement! Oui. Je suis contente d'entendre ça parce que, tu sais, ça me fait penser justement quand moi, j'ai commencé à faire beaucoup ce travail-là sur moi-même, mon mari, il ne veut pas, il le remarque parce qu'on est dans la même maison, puis, tu sais, je partage des choses, puis il était comme, yo, you know what? Moi aussi, je veux faire ce travail-là avec moi-même, tu sais, pour qu'on puisse se rencontrer puis avoir une meilleure communication, comme tu viens de le dire. Puis, en tout cas, on aurait plein à dire, mais là... non, mais c'est parfait. Je veux dire, on est là dans cette conversation-là, qui, d'ailleurs, on n'a presque plus le temps, mais je veux quand même dire que c'est pour consolider, unir les gens. C'est cette démarche-là qui était pour vous importante. Oui, de dire les vraies choses, de se rendre compte qu'on n'est pas seul. C'est un livre vraiment qui, tu sais, les trois sœurs, on a un groupe d'âge complètement différent. 4 ans et demi nous séparent. Donc, il y a peut-être certaines personnes qui vont plus s'identifier à l'une ou à l'autre à un certain moment de sa vie.
Je pense qu'il est léger, il est le fun à regarder aussi, il y a des belles images. Puis encore une fois, j'aimerais dire, c'est vraiment le bien-être sans pression. C'est pour inspirer. Oui, ouais. Puis je pense que c'est mission accomplie. Ça touche super bien la cible. Donc, bien-être inspiré, trouver l'harmonie corps, cœur, esprit de Abeille Gélina qui est avec nous, de Mitsou, bien sûr, et de Noémie. Merci, Abeille, d'être passée. Grand plaisir. Merci, à bientôt. Sarah Maud, elle est avec nous de retour, elle qui est photojournaliste et bien sûr aussi ambassadrice pour Nikon Canada. Salut Sarah. Salut Alex. Content de renouer avec toi. Merci. Le sujet d'aujourd'hui, c'est un sujet qui est arrivé dans ta vie personnelle et professionnelle de surcroît. Et je veux que tu nous expliques, et par la suite, bien sûr, on pourra y aller, mais est-ce que c'est en lien, si j'ai bien compris, avec la question des crédits photos, des droits photos? Absolument. En fait, tu sais comment ma vie inspire mes chroniques photos pour votre information. Et la semaine dernière, j'ai une cliente et quelques artistes qui ont reproduit mes images d'eux, ou peu importe, pour les mettre sur leurs réseaux sociaux en littéralement enlevant mon crédit photo en bas. Ce qui, en toute chose, me frustre un peu parce que c'est quand même mon nom qui est dessus, c'est mon travail. Et je ne suis pas la seule dans ce cas-là, donc je me suis dit que ce serait bien qu'on en parle. Donc, j'en viens un peu avec le principe des droits d'auteur, particulièrement avec les réseaux sociaux, parce qu'on s'entend que c'est pas du commercial, donc c'est pas pour faire de l'argent, mais ça reste quand même du respect par rapport aux artistes, autant que ce soit des illustrateurs que des photographes, que des musiciens, peu importe. Est-ce que tu penses que c'est parce que les gens ne connaissent pas les paramètres, les conventions, les règles, appelle ça comme tu veux, non écrites, ou parce que, littéralement, se disent « j'ai payé pour ma séance photo, donc je suis maintenant, en quelque sorte, propriétaire des photos, donc je n'ai pas nécessairement à mettre un crédit photo en bas. » Tu sais, comment on peut l'interpréter? Selon la PPOC, qui est un organisme de protection pour les photographes et tout ça, entre autres, quand tu achètes une photo, tu as le droit de la reproduire autant que tu veux, sauf si c'est personnel. Tu as le droit de la reproduire autant que tu veux, dans le sens la donner à des amis, des choses comme ça, tant qu'il n'y a pas d'argent à faire avec ça. Okay. Le problème, c'est que dans mon cas ou dans le cas de certains contrats que je peux faire, c'est que techniquement, depuis 2012, il y a une loi qui a été votée que ça appartient aux photographes, les droits d'auteur systématiquement appartiennent aux photographes. Le truc... Même si c'est toi, par exemple, qui est sur la photo. Oui. Même si, mettons, moi, on prend un exemple, je suis sur la photo, j'ai payé pour la séance photo, tu restes quand même détenteur, toi, détentrice des droits de la photo. Là. Absolument. Okay. Le truc, c'est que tu as le droit de les reproduire pour toi, pour ta famille, tes amis, tant que tu ne fais pas d'argent avec ça. Okay. Par contre, ce qui est bien, là où il y a une marge grise un petit peu, et pour répondre à ta question, oui, je pense que les gens le font plus par manque de connaissances que par méchanceté. Oui, mais c'est juste que toi, tu as le droit de les reproduire, ces photos-là, mais c'est bien, ça serait bien quand même qu'on indique le crédit du photographe. Donc souvent, moi, par exemple, dans mes contrats, que ce soit particulier, entrepreneurship, peu importe, business, je l'indique. Par contre, sur les réseaux sociaux, j'ai réalisé que je ne le mettais pas parce que pour moi, c'était naturel que ton repartage une image, par exemple, un artiste que je fais pour une publication, bon, mais cet artiste-là, s'il veut le reproduire sur ses réseaux sociaux, moi, j'ai pas de problème avec ça. Par contre, peux-tu me taguer et peux-tu ne pas recadrer mon crédit photo? Si, parce qu'on passe à Instagram, par exemple, les photos sont carrées, donc moi, les miennes sont verticales ou horizontales, s'il faut les recadrer, dans ce cas, tu es obligé de demander l'autorisation de... Oui, donc, oui, parce que de te demander, par exemple. Il y a un watermark, il y a un crédit. Tu ne peux pas l'enlever comme ça puis t'approprier ça. Et en plus, quand tu ne tagues pas le photographe ou quand c'est-à-dire que tu ne le rentres pas dans les crédits photos en bas, bien ça aussi, c'est un problème parce qu'on a besoin de visibilité, nous autres, les photographes et les illustrateurs. Donc, c'est une bonne affaire que, surtout quand on donne une photo à un artiste ou qu'il la reprenne, qu'il nous donne un peu de visibilité aussi. Puis je pense que de façon éthique, il y a ça, de façon éthique, déjà la prémisse, mais aussi avec l'avènement, c'est un sujet qu'on a déjà parlé, mais avec les téléphones intelligents, les applications de photos que tout le monde a accès, je pense que l'art de la photographie a malheureusement chez certains, on y voit peut-être un peu moins de prestige qu'avant, quand au contraire, plus que jamais, on a besoin de votre œil, on a besoin de votre expertise. On dirait que les gens ont peut-être moins l'impression, comme c'est plus facile d'accès, c'est à la portée de tout le monde, est-ce que ça peut être aussi là un peu... regarde, je vais te raconter une autre anecdote. Il n'y a pas plus tard que 3 semaines, je fais des photos pour une femme d'une 50aine d'années, un particulier, qui veut faire des photos pour du modeling, pour être mannequin. Moi, je lui envoie les photos non traitées pour qu'elle puisse faire une sélection. Sur 100 photos, par exemple, qu'elle en choisisse 20. Elle les choisit. Moi, ça me prend un peu de temps parce que je suis débordée, donc je lui dis « Parfait, je te les rends jeudi ».
Elle a fait des screenshots, elle a fait des captures d'écran de ces photos-là non traitées, pas travaillées, avec encore des trucs comme favoris à côté, pour les publier sur les réseaux sociaux sans me mentionner. Donc, à un moment donné, tu fais non, ça, il y a une limite. Donc, je pense que ça représente beaucoup, tu sais, puis ça représente beaucoup un manque de connaissance de la part des gens qui vont dire, par exemple, ben non, mais elles sont belles, elles n'ont pas besoin de traitement. Non, elles sont raw, elles sont encore grises, il n'y a même pas de contraste dessus. C'est comme si tu disais à un artiste qui a juste fait son fond de toile, que c'est beau comme ça, puis qu'on peut le laisser comme ça. Il y a un art aussi dans la post-production qui est importante. Donc, ça fait partie maintenant, aujourd'hui, de la photographie. C'est comme si quelqu'un développait tes images à ta place, en chambre noire. Puis ne faites pas... je vois des gens qui, déjà, tu sais, justement, on a déjà pris des photos ensemble, je les ramène dans le sujet de conversation parce que, je veux dire, je suis vendu à ton travail, à ton art puis à ton talent. T'as intérêt? Ben j'espère que j'ai intérêt. Sinon, out de mon show. Out de mon show. Non, toi, non. Ben, hey, que je te wait, toi, c'est moi qui est le boss. Non, mais pour vrai, non, mais je blague, mais pour vrai, tu sais à quel point j'ai du respect pour ce que tu fais puis pour ton talent. Mais là où je veux en venir, c'est que, justement, quand tu m'avais envoyé, par exemple, des photos de sélectionner, processus que j'ai fait, bon, tu m'as renvoyé les photos travaillées, finalisées, avec les images, la lumière, tout ça bien travaillé, le contraste, tout ça. Et je vois des gens qui mettent encore des filtres sur Instagram. Les photos sont déjà parfaites, on s'entend. Vous les avez déjà travaillées, vous les avez déjà mis dans des logiciels, vous les avez arrangées. Et je vois encore des gens qui rajoutent des couches aussi de couleurs avec des filtres sur Instagram. Je trouve ça... Excusez, fallait que je le dise aussi. Bien, c'est comme remettre une couche de peinture à une toile... un peintre. C'est comme si t'arrivais puis tu disais, bon, mais Corneau, ça me plaît pas comme ça, donc je vais remettre un petit peu plus de ci, puis un peu plus de ça, puis on va voir qu'est-ce que ça donne parce que je la trouverais plus belle comme ça. Tu as le droit de remodifier une image qui t'appartient, ceci dit, mais toute reproduction ou modification nécessite quand même l'autorisation de l'auteur. Ça également. Donc, ça demande ça aussi l'autorisation. Bien, quand on parle d'art, parce qu'à l'époque, avant 2012, les photographes étaient considérés comme des techniciens. Après la loi qui a été votée en 2012 par le fédéral au Canada, là, on est devenus des artistes. Donc, ça n'appartenait plus au client, ça appartenait à un artiste. Je suis considérée comme un artiste par la loi. Complètement. Donc, depuis quand est-ce qu'on va retravailler le travail d'un artiste sans son consentement? Ce qui m'amène d'ailleurs, il nous reste environ 2 minutes, mais ce qui m'amène quand même à te dire, parce qu'il y a des sites d'images libres de droit, là, par exemple. Donc, c'est ça aussi, donc, de s'informer, d'aller sur des sites d'images libres de droit. Oui, mais ça, généralement, ce qui se passe, c'est que ces images-là libres de droit, souvent, les photographes sont d'accord pour soumettre des images. Et là, dans ce cas-là, ils sont payés à chaque fois que quelqu'un utilise cette image-là. OK. Donc, il y a un échange de procédures, puis comme je vous dis, il n'y a pas de problème si c'est une entente entre le photographe et le commerçant. Par exemple, on lègue les droits dans ce sens-là, sans lui demander l'autorisation. Donc là, il n'y a pas de problème. C'est vraiment au niveau de quand tu as un crédit puis un watermark sur une photo, s'il est là, tu n'as pas le droit d'utiliser cette image-là. Puis, tu sais, on utilise l'image... Les mineurs, à des fins professionnelles. Oui, des fins professionnelles. Commerciales, financières. Puis, tu sais, par exemple, les mineurs des moins de 18 ans, ça c'est... Parce que des fois, il y a comme... On dirait qu'il y a comme une zone de flou. Est-ce que c'est le consentement du parent? Est-ce que c'est... C'est quoi la convention? C'est quoi les paramètres? Dès qu'il y a un mineur, mon sens à moi, dès qu'il y a un mineur, ça te prend le consentement du parent. Que ce soit un artiste super connu en dessous de 18 ans, ça me prend l'autorisation d'un adulte. C'est automatique. On est d'accord avec ça. C'est vraiment... Puis en même temps, à un moment donné, c'est une question de respect et de bon sens. Tu n'utilises pas... On sait que les mineurs n'ont pas beaucoup de décisions à prendre. Ouais. Des fois, ils sont exposés malgré eux aussi sur les réseaux sociaux également. C'est ça. Donc, tu sais, c'est aux parents de décider s'ils veulent que leurs enfants soient exposés ou pas. Ouais. Mais c'est vraiment l'histoire de droit d'auteur. Le problème, c'est qu'il y a encore des zones grises. T'sais. Donc, c'est plus à ce niveau-là, je pense qu'on pourrait peut-être solliciter... C'est pour ça que je voulais en parler un peu, le respect, l'intelligence des gens qui reprennent et reproduisent les images pour... Peut-être aussi, est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir une refonte avec maintenant, tu sais, depuis, ça fait 10 ans, là, tu parlais de 2012 tantôt, là, de par... donc, est-ce que 10 ans plus tard, il y a des plateformes qui se sont ajoutées, des TikTok, des autres, tu sais, est-ce que ce ne serait pas de revoir également cette politique-là? Je pense que ce serait une bonne idée de revoir ou plutôt d'informer davantage les gens parce qu'on ne veut pas nécessairement revenir sur une loi qui a déjà été votée. Ou la bonifier peut-être, l'améliorer. La bonifier, oui, mais des fois, bon, en voulant la bonifier, on la perd en chemin. Donc, ça serait surtout, je pense que ces plateformes-là ont ajouté des nouvelles conditions, des nouvelles réalités que, oui, là, en effet, il faudrait peut-être les préciser. C'est très important, cette conversation. Merci beaucoup, Sarah. Bien, merci à toi, Alex, pour l'écoute.
Je suis fasciné par ce gars-là. Il m'impressionne à chaque fois par ses connaissances. Je suis heureux, mais j'aurais aimé ça de l'avoir en studio. J'ai très hâte de le retrouver. C'est Nicolas Vincent-Poirier qui est avec nous. Salut! Salut Alex! Hey, là, on y va de cette série cette semaine. Il y a un lien à faire avec une série à sensation qui a fait beaucoup jaser de cela quelques semaines, que tu nous avais parlé du nom de Dahmer. Et là, c'est donc Ryan Murphy qui est également derrière une autre série qui fait réagir aussi de Netflix, soit The Watcher. Oui, exactement. The Watcher, basé sur des faits vécus. Contrairement à Dahmer, qui est vraiment basé sur le personnage, dans ce cas-ci, The Watcher, c'est basé sur des faits vécus qui ont été interprétés dans un article il y a quelques années de ça, et on a pris cet article-là et on en a fait une série. Et dans le fond, qu'est-ce qui s'est passé dans la réalité? C'est qu'une famille s'est installée dans une maison dans le New Jersey et a commencé à recevoir des lettres assez étranges et qui sont adressées à la maison et non à eux. J'en dirai pas plus pour pas brûler de punch. Et à partir de ça, on a décidé Ryan Murphy et son collègue Ian Brennan ont décidé de prendre ces éléments-là et d'en faire une série, donc 7 épisodes d'environ 45 à 52 minutes chaque. Et quand on dit basé sur des éléments réels, là, ça me fait penser un peu quand on a essayé de vendre Texas Chainsaw Massacre comme basé sur des éléments réels. Le seul élément réel dans Texas Chainsaw Massacre, c'est le tueur en série Ed Gaines qui utilisait la peau de ses victimes pour se faire des masques. Et tout le reste, c'est pas vrai du tout. Et dans ce cas-ci, The Watcher, c'est basé un petit peu de rien du tout sur la réalité. Vas-y d'ailleurs, vraiment vas-y en nous disant qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai, qu'est-ce qui a été inventé, qu'est-ce qui a été peut-être romancé, je vais l'exprimer comme ça pour le bien de la série. Je peux pas dire je peux pas pousser en détail ce qui est vrai et ce qui est pas vrai parce que, bon, je vendrais des punchs et je connais pas tout, mais ce qui est vrai là-dedans, dans le fond, c'est que, oui, il y a des gens qui ont reçu des lettres adressées à la maison. Et à partir de là, je n'embarque pas dans les détails, mais la famille va commencer à avoir peur, évidemment. Et la base de la série, c'est vraiment, mais qui fait ça et pourquoi? Et c'est pas juste une série de lettres qui arrive dans l'histoire. Il y a une série d'éléments que je ne mentionnerai pas qui arrivent et vraiment, on pousse l'intrigue à fond. Et moi, j'ai tellement été intrigué. Plus ça allait, plus, bon, là, je me disais, bon, c'est sûr que ça doit être ça le punch ou ça le punch. J'essaie d'imaginer qui était derrière ça. Et à chaque fois que je pensais que je l'avais, on amenait un nouvel élément d'histoire. C'est vrai. Ah non, je me suis trompé, c'était pas ça. Et quel potentiel incroyable de cette série-là. Et moi, j'ai tellement été déçu par la fin que je me dis, oh, évidemment, je sais pas pourquoi, Alex. J'embarquais dans la même direction que toi, c'est-à-dire qu'effectivement, on nous tient en haleine. C'est une véritable, comme on dit à Paris, pour faire du binge-watching, un page-turner, conjuguez-le comme vous voulez, mais c'est vraiment une série qui nous inspire à rester à l'écoute puis qui nous tient en haleine. Mais effectivement, tu finis la série puis tu dis, OK, tout ça pour ça finalement. Et quand tu parlais de différents personnages qui nous amènent des intrigues qu'on pense, ça nous amène à des pistes peut-être. Là, finalement, OK, la porte se referme, on se dirige vers une autre alternative pour peut-être penser que c'est cette personne-là finalement qui est à l'origine de ces lettres-là. Tu sais, on n'a qu'à penser à cette courtière immobilière incarnée par Jennifer Coolidge. Il y a une voisine étrange, Mia Farrow, qui est évidemment une comédienne, une actrice célèbre qui l'incarne. Donc, il y a tout ça dans ce paysage et je suis d'accord avec toi. On arrive à la fin, puis finalement, je trouve que la série fait poète-poète, je vais me permettre l'expression, là, à la fin. Et c'est pas à la hauteur de ce dont je m'étais, moi, attendu en tant que téléspectateur. Et là où aussi, on prend Dahmer, qui était donc fabriqué toujours par Ryan Murphy. On prend The Watcher, qui est encore Ryan Murphy derrière. Et on part d'une prémisse où c'est soit un vrai tueur en série qui s'est avéré existant, qui est réel, ou d'une série qui est avérée. Et ça semble être maintenant devenu coutume dans les nouvelles séries de s'inspirer d'un fait réel. Que penses-tu de cette tendance-là chez les créateurs? Ça va en plus, tout simplement. Et la preuve, Alex, The Watcher, qui est basé, on s'entend, ces événements-là
sont arrivés. Bon, dans le film, ça se passe dans la série, je veux dire, c'est basé sur une très brève période de temps, mais en réalité, ça a duré. Ils ont passé pas loin de 5 ans, la famille, dans cette maison-là, dans la réalité. Ouais. Et donc, qu'est-ce que ça donne, cette tendance-là? Eh bien, évidemment, ça vend plus. On est beaucoup plus curieux de regarder une série d'horreur ou de mystère qu'on dit basée sur un fait vécu. Et la série a tellement bien marché que, devine quoi, Alex, il va y avoir une saison 2. Ça a été annoncé tout récemment. Je ne sais pas où est-ce qu'ils peuvent amener ça. Est-ce qu'encore une fois, c'est une autre famille qui va rentrer dans la maison et d'autres choses vont arriver? Ou ça va être la suite de cette histoire-là qui, selon moi, il n'y a plus grand-chose à dire, disons. Là. Je pense qu'on a essoufflé. Ouais, on a essoufflé la formule. Et il y a quand même, en tout cas, une belle distribution. Naomi Watts, qui est une autre tête d'affiche qui est là dans la série que je pourrais ajouter. Puis là, c'est parce qu'il nous reste 5 minutes, Nico, et je veux prendre le temps qu'on parle de l'autre série que tu nous proposes. Et c'est pas banal, c'est Guillermo del Toro qui est derrière, donc, les cabinets de curiosité. Voilà, si on peut franciser cette série-là. Oui, tout à fait. Et c'est ça, Guillermo del Toro qui est derrière c'est une série d'anthologiques. C'est des histoires différentes pour chacune des épisodes. Il y a 8 épisodes et ça ressemble énormément dans les années 60 de la série Alfred Hitchcock Presents, où à chaque début d'émission, c'est Alfred Hitchcock qui introduisait l'histoire. Et dans ce cas-ci, Guillermo del Toro, à chaque début d'épisode, il introduit l'histoire. Et on en parlait avant l'entrevue, Alex. Guillermo del Toro, toi et moi, on l'adore, son style fantastique mélangé avec un côté steampunk. C'est magnifique ce qu'il fait. Et dans cette série-là, on apporte la même qualité que dans ses films, vraiment. L'esthétisme, là, sur le plan visuellement, c'est vraiment époustouflant. Là. Ça, on s'entend là-dessus. Là. Tout à fait. Et chaque épisode est réalisé par un réalisateur ou une réalisatrice qui s'y connaît dans l'horreur. Un exemple, la première épisode, c'est Guillermo del Toro qui l'a réalisé. Tandis que la dernière, c'est Jennifer Kent qui a réalisé, pour ceux qui aiment vraiment les films de peur, le film Babadook en 2014. Donc, chaque histoire a vraiment une esthétique particulière, a vraiment quelque chose, amène vraiment quelque chose à cette série-là. Moi, j'ai pas tout aimé les épisodes. Il y en a certains qui sont pas vraiment de mon goût, mais visuellement, tout est magnifique et j'espère vraiment qu'il va y avoir une deuxième saison, une troisième, que ça va pas arrêter là. Bien, ça promet en tout cas, puis il nous reste environ 2 minutes, mon cher Nico, puis on est dans ce calendrier, dernier sprint de l'année 2022. Tu sais comme moi qu'il s'en vient des grosses sorties aussi durant le temps de décembre. Tu sais, c'est toujours là où on sait que les familles sont disponibles pour aller au Cinoche durant la période des fêtes, durant le dernier sprint avant la fin de l'année aussi. Est-ce que pour toi, il y a un film, il y a quelque chose qui s'avère d'ici la fin de l'année? Là, on fait une petite projection parce qu'il nous reste 2 minutes. Là, un des films qui serait à surveiller pour les gens qui seraient tentés d'aller au cinéma prochainement. Moi, je te dirais que le Black Panther, Wakanda Forever, c'est un des films que j'ai le plus hâte de voir d'ici le temps des fêtes. Très d'accord. C'est ça, de voir comment Marvel va amener l'histoire avec, l'acteur principal qui est malheureusement décédé. Chadwick Boseman. Et aussi, c'est le dernier film de la phase 4 de l'univers cinématographique de Marvel qui n'était pas tout à fait égal comparé aux autres phases, qui est un petit peu décousu dans son ensemble. Donc, j'ai hâte de voir comment on va terminer cette histoire-là. Puis de voir une Rihanna qui revient au devant de la scène, qui offre 2 chansons sur la trame sonore également de Black Panther, ça rajoute de l'intérêt, veut pas, avec, on l'a dit, le décès de Chadwick Boseman. On va laisser place en plus à un côté plus de femmes, le pouvoir féminin qui va être mis de l'avant. Les héroïnes seront principalement féminines. Alors j'ai hâte de voir tout ça dans ce film-là. Tu l'as dit, Black Panther. Dès le 9 novembre. Puis on saura s'en reparler parce qu'il s'avère que c'est une des grosses sorties, effectivement. Puis moi, il y a le film 23 décembre également, un film Feel Good Movie québécois qui sort très bientôt avec Virginie Fortin, Guylaine Tremblay, Michel Barrette, entre autres, qui sont des têtes d'affiche, puis plein d'autres aussi, des acteurs et actrices du Québec très connus. Alors, on saura s'en reparler parce qu'il s'avère que ça va être probablement une des grosses sorties cinéma également pour le début de l'hiver puis l'avènement des fêtes. Nicolas, merci beaucoup à toi. Merci à toi, Alex.
C'est fascinant. Les grands explorateurs nous ont fait voyager depuis 50 ans déjà. 50 ans, et on en parle avec André Maurice, qui est réalisateur, photographe, comédien de formation, mais aussi directeur donc des relations avec les conférenciers chez les grands explorateurs. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Très heureux de vous accueillir parce que vous avez vous-même réalisé, 4, je pense, documentaires à travers le temps? Oui, j'ai fait 4 films jusqu'à présent qui ont été présentés aux grands explorateurs. 2 films sur le Québec, un film sur l'Argentine et un film sur le Canada également. Et ces films ont été présentés également en France, en Belgique et en Suisse. C'est ça. Et on pourra parler des projections, d'ailleurs, de ceux qui sont présentés sur le territoire lavallois prochainement. Mais pour les 50 ans des grands explorateurs, qu'est-ce qui se cache derrière 50 ans? J'imagine beaucoup de beaux voyages, beaucoup de souvenirs et beaucoup de cinéastes passionnés. Exactement. 50 ans d'histoire, 50 ans de culture, 50 ans de diversité des peuples, 50 ans de découverte, 50 ans d'exploration du monde, au fait. C'est un peu ça, le but des grands explorateurs, c'est de montrer les contrées lointaines, souvent méconnues. Donc, on sort des sentiers battus quand on présente nos films. C'est aussi en dehors des circuits touristiques traditionnels. Donc, vous avez accès à des gens, au peuple, aux cultures, qui sont peu, disons, sont difficiles d'accès finalement. Bien, tout à fait. Au fait, c'est quand les grands explorateurs, c'est un peu ça, c'est que les cinéastes conférenciers vont passer plusieurs mois, voire plusieurs années dans des pays où est-ce qu'ils vont pouvoir accès justement à des gens beaucoup plus facilement. Et puis même souvent des contrées lointaines où est-ce que c'est peu accessible, ou même des tribus quelquefois aussi, des ethnies qu'on peut rencontrer. Parce que justement, le cinéaste passe beaucoup de temps dans le pays pour pouvoir avoir accès à ces contacts-là beaucoup plus facilement. Et c'est une question qui va peut-être paraître un peu banale ou peut-être champ gauche, mais est-ce qu'avec les changements climatiques, est-ce qu'avec aussi les conflits qu'on connaît dans le monde actuellement, on peut penser à l'Ukraine avec la Russie, qui est un des plus récents, auquel les gens sont initiés à tous les jours, malheureusement. Est-ce que ça devient de plus en plus compliqué, dur aussi d'aller sur le terrain, d'aller au contact de ces peuples-là aussi? Bien, oui, effectivement. Quand on parle de la Russie, là, ça devient un peu plus compliqué oui, en oui, ce quand moment. même. Mais bon, ça dépend, parce que souvent, des gens comme là, par exemple, pendant la saison 2022-2023, on va présenter un film sur l'Iran. Ce film sur l'Iran a été réalisé par Gilles Hubert. Il est en tournée en ce moment à travers la province de Québec. Il va aussi passer à la salle André-Mathieu à Laval, puis au théâtre... Marcelin-Champagnat exactement, le 29 et 30 novembre. Juste vérifier les dates sur le site lesgrandsexplorateurs.com. Mais c'est que les gens aussi, en fait, les réalisateurs, étant donné qu'ils ont eu des contacts auparavant, peuvent avoir accès beaucoup plus facilement. Quand je pense à l'Iran, bien justement, lui, il connaissait des gens qui habitaient déjà là-bas, donc ils ont eu accès à entrer dans le pays beaucoup plus facilement. Et ce film-là sur l'Iran aussi, c'est un film où est-ce qu'on donne la parole au peuple. Oui. Et c'est ça qui est important de montrer aux femmes, avec ce qui se passe. Et surtout aux femmes, parce qu'on voit, on n'a qu'à rappeler les événements qui se sont passés en septembre. Oui. Il y a eu beaucoup de tollés, de révoltes. Oui. Bien, au fait, c'est l'Iran, déjà, de par les dirigeants, c'est un pays où est-ce que les gens peuvent avoir certaines appréhensions, mais le peuple iranien, c'est un peuple extrêmement ouvert, extrêmement chaleureux. Et c'est justement ce qu'on voit dans le film. Parce que souvent, nos films aussi qu'on présente, c'est des films qu'on donne accès aussi, au fait, aux gens du peuple. On les fait parler et on démontre aussi, évidemment, toute la diversité culturelle, géographique, historique, touristique aussi du pays. Mais est-ce qu'il y a aussi quand même ce désir, peut-être que c'est peut-être pas initialement, mais je fais encore du pouce un peu là-dessus parce qu'on parlait de rencontres humaines, mais de faire œuvre utile aussi. À travers les grands explorateurs, depuis 50 ans, c'est de faire œuvre utile aussi. Bien, tout à fait. Au fait, c'est élargir les horizons des Québécois, des Québécoises, aussi abolir les frontières, montrer au fait ce qui se passe dans les différents pays. Les différentes cultures, les différentes religions aussi à travers le monde. Donc, c'est ce qui fait qu'il y a une ouverture d'esprit qui se fait inévitablement quand on voit les films des grands explorateurs. On parlait des chemins d'Iran qui seront projetés donc le 29 novembre, 19h30. C'est du côté de la salle André-Mathieu, on en parlait, on l'évoquait. Et bien sûr, le 30 aussi, qui est le lendemain, le mercredi 30 novembre, au théâtre Marcelin-Champagnat, même heure, 19h30. Bien, il y a d'autres films qui, parce qu'il y a plusieurs projections partout à travers le Québec, de différents films qui seront projetés, même sur le territoire lavallois aussi au cours de l'année. Tout à fait, oui. On fait une tournée à travers le Québec. Au fait, les grands explorateurs, pendant les 50 ans, c'était 40 000 abonnés, c'est 53 villes à travers le Québec, c'est près de 350 000 spectateurs par année. C'est des films qui sont présentés sur grand écran dans les salles de spectacle. Mais étant donné la pandémie, évidemment, on a dû se renouveler. Donc, on a arrêté les représentations en salle pendant la pandémie et on a fait les représentations en ligne. Mais maintenant, les gens ont le choix, soit en ligne ou soit en salle.
Alors voilà, donc les films qui sont présentés cette année, il y a eu Rêve d'Afrique, qui est déjà terminé, mais par contre, on peut le regarder en ligne. Il y a le film de l'Iran dont je vous disais, il va y avoir un film sur les Philippines, un film sur la Norvège, les Açores, le Groenland. Et il y a 2 films aussi en hors-série. Ces films-là ne sont présentés qu'en ligne, et c'est la Guyane et Alaska-Patagonie également. OK. Et moi, ça peut paraître aussi, peut-être pour vous, qu'est-ce qui pour vous, en tant que cinéaste, justement, parce que vous êtes impliqué avec on disait, vous êtes directeur des relations avec les conférenciers, mais qu'est-ce qui, pour vous, en tant que cinéaste, vous a peut-être marqué? Est-ce qu'on pourrait dire que changer votre vie dans les différentes rencontres que vous avez faites, est-ce qu'on peut parler sur le plan humain pour vous en tant que cinéaste? Ben, tout à fait, parce qu'au fait, quand on est cinéaste puis qu'on fait des films comme ça à travers le monde, c'est qu'on rencontre plusieurs personnes avec différentes mentalités. Ouais. C'est ce qui fait que, inévitablement, ça fait en sorte qu'on est un peu plus ouvert d'esprit par rapport aux rencontres qu'on peut faire, et sans porter de jugement par rapport aux religions, aux cultures. Avez-vous une rencontre ou un peuple ou un événement marquant parmi ces films ou parmi votre carrière de cinéaste qui vous ont, dans le contexte professionnel, qui vous ont amené sur le terrain ou dans un lieu où vous avez été ébloui? J'aimerais ça qu'on partage pour le moi, bien entre des gens. autres, j'ai fait un film, entre autres, moi, sur l'Argentine. Je suis un danseur de tango, donc je suis parti à Buenos Aires apprendre le tango pendant un mois de temps. Ensuite, je me suis fait des amis. Là, j'ai découvert donc le peuple et j'ai décidé de faire le film. Donc, j'ai passé plusieurs mois là-bas. Et j'ai réalisé que finalement, l'Argentine, contrairement à ce que je pensais, parce que c'est quand même l'Amérique du Sud, c'est l'autre bout du monde, hein, Ushuaia et tout ça, que c'était comme beaucoup plus... ce que j'ai remarqué, au fait, c'est que c'est latin. Ça faisait comme si on était à Madrid ou quelque chose. Et ça m'a vraiment très surpris. Un autre souvenir aussi rapidement, le Sri Lanka, où j'avais été assistant aussi, où là, c'était un dépaysement total. La culture, la nourriture, peut-être? Oui, aussi, gens. Très épicé, aussi, le curry. Les gens, un film, au fait, où est-ce qu'on réalise dans ces pays-là que la richesse, elle est beaucoup plus intérieure qu'extérieure? Oui. Voilà. Littéralement. Et en tout cas, je trouve ça, je vous continuerai à vous écouter, mais je pense que les gens vont vouloir continuer à aller, donc notre conversation pourra s'articuler avec vos films. Ils sont tous disponibles? Sur votre plateforme, lesgrandsexplorateurs.com. Lesgrandsexplorateurs.com ou en salle. Évidemment, quand on est en salle, c'est différent parce que c'est sur grand écran. On peut rencontrer le réalisateur, on peut lui poser des questions et ça fait un événement culturel et collectif qui est très, très, très intéressant. Et puis, juste rapidement, parler aussi, c'est nos 50 ans d'existence. C'est grâce à M. Serge Martin, entre autres, qui est le président cofondateur, avec Pierre Valcourt aussi, qui était un comédien qui jouait dans Les Ploufs, et son ami François Prévost. C'est eux qui ont créé ça en 1972. Et depuis ce temps-là, mais ça fait 50 ans qu'on reçoit les cinéastes qui viennent de peu partout à travers le monde. Bien, merci pour cette rencontre. Lesgrandsexplorateurs.com. On réitère le 29 novembre et puis donc le 30 novembre également. C'est possible de pouvoir aller connecter avec le cinéma des Grands Explorateurs ici sur le territoire lavallois. Tous les liens sont au bas de l'écran au moment de se parler. M. André Maurice, merci beaucoup. Merci à vous, Alex. Merci. À la prochaine. À la prochaine. Au revoir. Je suis toujours très heureux de l'accueillir parce que, évidemment, on parle du domaine de l'emploi. On n'entend plus que jamais parler de pénurie, de main-d'œuvre, l'inflation. Récemment encore, on dévoilait des statistiques qui sont mirobolantes dans le domaine alimentaire, entre autres. Ça explose de partout. On doit aussi temps de Noël, c'est clair, se doter d'un emploi ou même peut-être avec cette fin de l'année aussi, repenser peut-être à notre carrière, parfois prendre des résolutions, se réorienter, ça fait partie des réflexions. Puis on y approche quand même assez rapidement. Et je suis content de pouvoir donc l'accueillir. C'est conseiller en gestion et transition de carrière. Il est de 12h40 sur le territoire lavallois. Toujours bon à consulter. M. Claude Rivet, bonjour. Bonjour, Alexandre. Merci d'être avec nous. C'est un plaisir. La porte d'entrée pour avoir un nouvel emploi, c'est certainement d'avoir un curriculum vitae qui est à jour, qui peut peut-être, est-ce que je me trompe, si on veut se doter d'un emploi, d'un type d'emploi précis, est-ce qu'il faut le désigner, le construire, ce CV-là, pour ce type d'emploi-là, ou on peut y aller de façon générale par nos expériences du passé, par exemple? Bien, il y a différentes façons de faire. Mais d'emblée, c'est pas parce que j'ai un CV que j'ai mis à jour qu'il va être efficace. Alors, il y a tout un protocole maintenant dans le CV qui fait en sorte que ça attire l'attention ou pas.
Maintenant, il y a aussi une autre réalité, c'est que souvent, c'est un ordinateur qui va lire le CV puis qui va le classer ou, malheureusement, l'éjecter parce qu'il ne répond pas aux besoins. Alors, ça nous ramène à différents éléments qui sont plus profitables que d'autres. Le vocabulaire qu'on utilise, la réponse aux besoins de l'employeur, la présentation, le format du CV. Est-ce qu'il est de nature à attirer l'attention? Bien non, c'est comme un vieux journal de 1940 que je tasse puis que je dis un jour, je lirai. Parce que l'expérience de 1982, là, quand on a été emballeur chez IGA, là, excusez, là, mais c'est pas pour... Puis je dégrade pas cet emploi-là, mais je veux dire, quand ça fait 20 ans, 25 ans, 40 ans, dans certains cas, je veux dire, est-ce que c'est nécessaire de le garder dans notre CV? Je veux dire... C'est pas nécessaire d'aller aussi loin que ça, dépendamment de l'âge de la personne. Si on parle d'une jeune personne, un jeune adulte qui commence dans la vie, bien, il a besoin de se référer à quelque part. Mais pour les gens de ma génération, non. Pour les gens de votre génération, non plus. Qu'est-ce qui est pertinent dans mon parcours professionnel qui va supporter la candidature que je mets en place présentement? Alors, c'est ça le défi dans un CV. Est-ce qu'on doit, tu sais, je le disais dans mon intro, mais est-ce qu'on doit, par exemple, on convoite un poste précis, est-ce que si on a de l'expérience, on doit bâtir notre CV qui est en fonction des aptitudes qu'on doit avoir, des qualités qu'on doit avoir ou des expériences qu'on doit avoir finalement pour ce poste qu'on convoite? Est-ce qu'on doit vraiment le bâtir en fonction d'eux? Est-ce que c'est un atout qui peut s'avérer profitable pour être sollicité pour une entrevue et peut-être pour avoir cet emploi-là ultimement? Bien, la façon de réaliser un CV, elle est très simple. Un objectif professionnel. Le CV est là pour démontrer, dans mon parcours professionnel, qu'est-ce qui peut supporter ma candidature et répondre aux besoins de l'employeur. C'est que ça. Que ça. Et si vous me permettez de faire une parenthèse, il faut faire attention aux CV qui sont réalisés par des amis qui ont beaucoup de bonne volonté, mais j'en vois beaucoup qui, malheureusement, ne répondent pas aux besoins du marché du travail. Il faut se faire accompagner par des professionnels pour avoir un maximum de rendement. Est-ce que la lettre de référence, est-ce que c'est encore bon, ça, en 2022, bientôt 2023? On va démystifier une chose. La lettre de référence, c'est si vous quittez TVRL et votre employeur vous donne des références. Ouais. Ça, c'est la lettre de référence. Exact. Autrement, c'est une lettre d'appréciation qu'un employeur va vous donner. Il y a différentes appellations, mais il faut faire attention à ça. Il y a aussi la lettre de présentation. Exactement, c'était ma prochaine question. La lettre de présentation, elle a encore sa place. Quand elle est bien faite, elle va soutenir votre candidature. Si c'est la 1001e copie de ce que tout le monde a produit, bien, malheureusement, ça n'a pas la même valeur. Et on vit dans un monde de perception. On ne va pas se leurrer, on ne va pas se le cacher. Je connais des gens qui ont déjà mis une photo avec leur CV dans un envoi de courriel ou à même leur CV. Est-ce que c'est utile ou non, tout dépendant peut-être aussi de l'emploi qu'on veut? Ou... Bien, écoutez, dépendamment de la fonction que vous avez, si vous êtes un artiste que vous voulez faire la promotion, c'est pas tout à fait la même situation qu'un CV conventionnel. D'accord? Alors, ça, c'est peut-être le cas. Si votre image publique peut avoir une certaine importance, on verra. Mais normalement, non, parce que ça va être discriminatoire. Ouais. Vous savez, à mon âge, moi, j'ai plus de cheveux. Si je mets ma photo, je ne suis pas sûr que je suis avantagé. Vous êtes beau bonhomme pareil. Merci, c'est gentil. C'est gentil. Mais c'est ça la réalité. Donc, homme ou femme, on n'a fait plus de discrimination là-dessus. Ouais. Donc, il n'y a pas de photo. En Europe, ça se fait. On va vous demander votre statut matrimonial. Vous êtes marié, vous êtes célibataire. Des renseignements qu'on n'a pas besoin au Québec, parce que ça pourrait causer préjudice. Puis en même temps, si l'employeur voit mon âge, il a peut-être tendance à me tasser à la faveur des plus jeunes. Mais donc, et dans ce cas-là, ne pas indiquer, tu sais, si on nous demande aussi, tu sais, numéro d'assurance maladie, je veux dire, des informations comme celle-là sur le CV, on ne les indique pas. Je veux dire, parce que j'ai déjà vu, et c'est pour ça que je vous le dis, mais je veux dire, il y en a qui font cette erreur-là également. Il y a certaines informations de base, c'est quoi? Courriel, numéro de téléphone? Point final. Point final? On est rendu aujourd'hui où on ne met même plus l'adresse civique. On va mettre peut-être la ville. Encore une fois, pour ne pas créer de préjudice. Il faut comprendre que si je suis un résident de Laval, que je postule à Montréal, avec les déplacements qu'on a aujourd'hui qui sont un peu difficiles, bien, il peut y avoir un préjudice défavorable parce que l'employeur peut penser que je vais être en retard à tous les jours. Donc, à la limite, Laval seulement, si l'employeur en veut plus, si c'est primordial pour son emploi, il ira plus loin et il posera des questions. Mais tout ça est démystifié dans une situation où on est accompagné par une organisation sérieuse qui permet de faire les choses comme il faut, comme il se doit. Puis ne pas oublier que maintenant, le prolongement du CV, c'est nos réseaux sociaux. On va se le dire. Oui. Alors, je pense que ça devient le prolongement de notre curriculum vitae parce que les employeurs vont aller voir sur notre page Facebook, vont aller voir sur d'autres plateformes, quelles qu'elles soient, sur les réseaux sociaux aussi. Là-dessus, j'ai une façon de réfléchir qui est très claire. Ce que vous indiqueriez pas à votre mère,
ne le faites pas paraître sur les médias sociaux, parce que ça va créer un préjudice. Toutes les entreprises, tous les employeurs, les agences de placement, de recrutement vont aller vérifier là. C'est leur mandat. À partir de ça, bien, il y a peut-être des informations qu'on ne veut pas qui soient accessibles à ces gens-là. Et ils sont habiles, hein? Ils sont capables d'aller chercher l'information par la bande pour savoir exactement qui on est. Et d'ailleurs, dans les médias publics, on a entendu des gens qui avaient perdu leur emploi après avoir publié des choses défavorables, préjudicieuses pour un groupe de la population ou avoir tenu des propos qui ne sont pas acceptables en société. Exactement. Et même si ça fait 5 ans de ça, tout est retraçable. On le sait, c'est écrit et ça reste. Les écrits restent, surtout sur les réseaux sociaux. On l'a bien compris avec plusieurs cas. Là. Même les politiciens se font taper sur les doigts. Bien, exactement. Il y en a qui ont dû désister dans les récentes campagnes électorales qui se sont succédées, provinciales et autres. Cette peut-être manie de certains de déposer des candidatures, d'envoyer des candidatures dans plusieurs endroits, ça peut être un piège, non? Bien, en fait, il faut faire attention. On parle de l'excès. J'ai connu des gens qui, rapidement, en 2 jours, pouvaient expédier une centaine de candidatures, puis ils disaient, bien, écoute, il y a sûrement un employeur qui va m'appeler à quelque part et je verrai à raffiner la démarche ou à expliquer la situation. Ce n'est pas ce qu'on vous conseille. De façon générale, il est préférable de cibler. Vous allez travailler beaucoup moins fort et vous allez avoir beaucoup moins de déceptions. Si sur 100, vous avez un retour de 2, le succès n'est pas très fort. Non. Si vous en expédiez 10 bien adressés, bien documentés, et que vous en avez 2, on ne parle plus du même résultat. Alors, c'est ce qu'on favorise chez nous. De raffiner votre recherche d'emploi, de cibler des entreprises pour les adresser à des entreprises qui ont vraiment du potentiel et non pas n'importe où. Parce que quand l'employeur vous appelle au téléphone, vous avez des réponses à fournir. S'il n'y a pas d'appariement entre les besoins et ce que vous êtes en mesure d'offrir, malheureusement, ça s'arrête là. Alors, il y a des déceptions qui s'accumulent et c'est difficile de se relancer dans ce contexte-là. Ça peut miner de la confiance jusqu'à aussi, puis de vouloir même tenter sa chance à nouveau. Vous l'avez bien dit. Est-ce que, d'ailleurs, vous avez dit rappeler, là, ça me permet une question, relancer après avoir envoyé, par exemple, à l'employeur un CV, puis on est vraiment tenté. C'est un emploi qu'on veut, on le désire. Est-ce qu'il y a un 24 heures, est-ce qu'il y a une loi qui était non écrite de relancer dans, mettons, la journée suivante, le surlendemain? Quelle est votre façon de voir les choses? La question est pertinente, puis elle a évolué aussi dans le temps. Je vous dirais qu'avant la pandémie, très peu de gens recommandaient de rappeler un employeur parce que malheureusement, il n'y avait pas de réponse, il n'y avait pas de retour, puis il n'y avait pas de suivi. Aujourd'hui, la situation a changé. Le marché a changé. C'est bien que oui, ça se fait. De toute façon, la recherche d'emploi est dans un principe de vente, de promotion de la candidature. Pourquoi on ne le ferait pas? Il s'agit de voir comment on va assurer le suivi. Bonjour, monsieur l'employeur, je veux juste m'assurer que vous avez bien reçu ma candidature. Parfait. Est-ce qu'il y a des informations supplémentaires que je peux vous apporter pour éclaircir une situation sur mon CV? Alors, voyez-vous que ce n'est pas simplement une pression sur l'employeur, mais bien une activité de relation qui peut démontrer aussi la compétence que vous avez dans cette situation-là. Et compétences aussi pour nous aider à trouver un emploi chez Midi 40, dont vous êtes d'ailleurs un conseiller en gestion et transition de carrière. Monsieur Claude Rivet, merci. C'est un plaisir. Je vous remercie d'avoir été là. Évidemment, c'est toujours important puis nécessaire de nous acheminer vos questions, les sujets que vous aimeriez qu'on aborde à cette émission. Super simple. Notre page Facebook de TBRL, tbrl.ca. Vous pouvez aussi rattraper nos émissions sur YouTube et bien sûr à cette antenne. Je veux remercier tous ceux qui sont des acteurs de l'ombre et qui me font rayonner devant les caméras. Jacques également, il y a Yannick, Daniel, de même que Tommy aussi aux caméras et Alain à la réalisation. Et je voudrais pas oublier la précieuse Manon aussi à la recherche. Dotez-vous de votre carte Bingo TV Laval, 3 500 $ à gagner cette semaine, dont 2 500 $ la carte pleine. Je vous dis à très bientôt. Passez une bonne semaine.